Voilà, maintenant, on va passer à ce grand chapitre sur la diversité et l'histoire de l'expertise, conseil. Et donc, nous allons avoir 3 exposés successifs, au terme desquels un temps vous sera donné pour les questions. Alors, ces 3 exposés vont être faits tout d'abord par Michel Jemming, qui est expert construction, expert architecte, qui nous présentera les missions de conseil dans un panorama général. Ensuite, Catherine Labatte, expert construction, présidente de la Compagnie française des experts construction, nous présentera l'expert DO, une spécificité. Et enfin, Robert Carvé, historien du droit, directeur de recherche émérite au CNRS, nous présentera une recherche en cours sur la pratique des savoirs entre jugement et innovation, des expertises bâtiments qui ont été faites à Paris entre 1690 et 1790, et il nous présentera le projet de cette étude et les premiers résultats. D'ores et déjà, je laisse la parole à Michel Jemming pour son exposé sur le panorama général des missions de conseil. Je salue, avant de parler, les Parisiens que je vois arriver après. Est-ce qu'il faut encore attendre 2-3 minutes? Est-ce que d'autres vous rejoignent? Oui. Je m'adresse à Françoise. Est-ce qu'on attend 2-3 minutes si c'est juste que certains sont dans les couloirs et... Oui, tu vas voir? Oui. Voilà. Peut-être pour... comme transition, là, je te remercie beaucoup pour ce très beau texte de Michel Serres qui me faisait penser, moi, que entre l'écrit et l'oral, c'est pas opposé, mais c'est à des allers-retours. Et si je m'observe moi-même, avant d'écrire des rapports, parfois je me les dis, ou même parfois à voix haute. Et puis ensuite, quand j'essaie de les écrire, je me rends compte que c'est plus compliqué, qu'il faut chercher le mot juste, la phrase exacte. Et puis, après le passage par l'écrit, ça permet de redire les choses encore autrement. Enfin, je trouve qu'il y a là un enrichissement dans le passage de l'écrit à l'oral, auquel l'expert est confronté. Alors là, l'expert judiciaire, pour un coup que je suis, dans les réunions successives, puisqu'il faut à la fois écrire des notes, et puis ensuite, il faut les synthétiser devant tout le monde, et puis ensuite réécrire. Voilà, il y a là quelque chose, j'ai beaucoup aimé ce texte. Voilà. Non? On y va? On y va. Alors dans CNEAF, il y a experts et architectes, mais je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous, d'abord, en tout cas chronologiquement, architectes, diplômés d'une école d'architecture, et ce n'est qu'après une expérience professionnelle, on s'accorde à dire qu'il faut qu'elle ait au moins une dizaine d'années de pratique de la maîtrise d'œuvre que nous pouvons envisager d'exercer des missions d'experts. Cela suppose, bien sûr, et le collège est là pour ça, des formations complémentaires, notamment pour ce qui concerne les pathologies et le droit de la construction. Mais arrêtons-nous à ce mot de conseil pour dire d'emblée une évidence. La notion de conseil est au cœur même du métier d'architecte. Tout au long d'une mission de maîtrise d'œuvre, l'architecte est tenu par une obligation de conseil à son client. Il lui doit toutes les explications nécessaires, il doit lui signaler les risques, les inconvénients de ses choix. Et d'ailleurs, on le sait bien, la jurisprudence est particulièrement sévère, qui retient souvent la responsabilité de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil. Et ce, même en marge de ce qui est précisément formulé dans son contrat. Il lui est par exemple déconseillé, et vous le savez tous, de mettre les pieds sur le chantier de construction de son propre projet si la mission de direction des travaux ne lui a pas été confiée, parce qu'on pourrait lui reprocher d'avoir vu des trucs et de ne pas avoir attiré l'attention de son client. Mais ici, à Biarritz, nous n'allons pas parler de cette mission de conseil en marge de la maîtrise d'œuvre, mais des missions en tant que telles, indépendantes, de conseil. Les architectes ont toute légitimité dans ces domaines.
Je l'ai dit tout à l'heure, les statuts du CNEAF, c'est 1966, et il précisait que l'objet de l'association, notre collège, c'est la parfaite contribution, je cite, des experts architectes à l'exercice de la justice et la résolution des litiges. Alors les architectes, il faut le rappeler, enfin, il y a une majorité d'architectes, il faut se le rappeler, nous sommes une profession réglementée qui impose un code de déontologie. Et nous avons tous les architectes qui sont là, nous avons prêté serment un jour de le respecter. Ce code a été établi en 1980 seulement, quelques années après la loi sur l'architecture, et il confirme, dans son article 2, que la vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir, en mentionnant explicitement le conseil et l'expertise. L'architecte est, dans ces missions-là aussi, au service d'un client qui, en l'occurrence, pour ces missions-là, n'est pas forcément un maître d'ouvrage. Ça peut aussi être un locataire, après tout, ou un autre architecte, ou un bureau d'études, ou une entreprise, un assureur. Il faut aussi dire ce qu'une mission de conseil ou d'expertise n'est pas. Une mission de mesurage Carrez, par exemple, ce n'est pas de l'expertise ou du conseil. Les missions de diagnostic, ce n'est pas du conseil ou de l'expertise. Tout ce qui met le pied dans ce qui est de la conception ou de la prescription, faire une esquisse, des plans, un projet, des prescriptions, ce n'est pas non plus du conseil ou de l'expertise, c'est de la maîtrise d'œuvre. J'aimerais revenir encore au compte de déontologie. On en parlera tout à l'heure, Madame Thomas-Vastra va arriver, et c'est son sujet, je ne veux pas le lui enlever les mots de la bouche, mais néanmoins. Le code de déontologie précise que l'architecte s'interdit d'être juge et partie. Le code de déontologie des architectes. Cela vaut donc aussi pour un architecte quand il fait une mission de conseil ou d'expertise. Et ça nous permet d'emblée, et ça nous permet de poser la question de l'articulation entre les missions d'expertise ou de conseil d'un côté, de maîtrise d'œuvre d'autre part. Il paraît évident qu'en cas de litige, une mission de conseil ou d'expertise sur un objet, un bâtiment que l'on a soi-même construit en tant qu'architecte, ou que l'on est en train ou que l'on va construire, c'est incompatible, puisqu'on pourrait être amené à se mettre en cause soi-même, dont être juge et partie. Donc ça, il n'est pas possible de faire une mission de conseil ou d'expertise sur un objet où on a été architecte. Par contre, dans l'autre sens, c'est autre chose. Proposer une maîtrise d'œuvre dans le prolongement d'une mission de conseil ou d'expertise, rien ne me paraît s'y opposer. C'est clair, c'est incompatible pour un expert judiciaire, parce que ce serait être partie après avoir été juge, ce qui a posteriori discréditerait l'indépendance de ses avis antérieurs. Et d'ailleurs, les règles de déontologie du CNCEJ, du Conseil national des compagnies d'expertise judiciaire, l'interdisent sans équivoque. Mais pour un architecte, accepter une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la conception et la prescription de travaux en articulation, en général pendant et après, avec une mission de conseil ou d'expertise, il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, c'est apporter à son client un service global, c'est garantir la crédibilité d'une proposition. L'orientation que l'on a pu conseiller, on est prêt à en assumer la réalisation, et c'est d'autant plus incontestable. Tout le monde, en expertise, ne peut pas en dire autant. Mais alors, il faut s'empresser de dire que, du point de vue des responsabilités, ce n'est pas la même chose. Ce sont des missions différentes, et c'est bien entendu un contrat différent, et une déclaration à son assureur qui n'est pas la même, parce que le risque encouru n'est pas le même. Alors, Françoise l'a dit tout à l'heure, pourquoi on me demande à moi, qui suis avant tout expert judiciaire et même président de la section des judiciaires au sein du CNEAF, de parler des missions de conseil. Bon, alors je veux dire brièvement, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je voudrais vous dire que j'ai eu un parcours professionnel diversifié. Oui, c'est un peu répondre à la question, mais de mai 68, d'où parles-tu, camarade? Mais elle a sa pertinence. Moi, j'ai une expérience finalement très diversifiée, parce que je fais de l'urbanisme pour une collectivité locale pendant près de 10 ans quand j'étais jeune. J'ai fait de la formation dans ce truc qui s'appelait Promoca, de la formation d'adultes, et qui était assez merveilleux.
J'ai été maître d'œuvre libéral en société. Et puis j'ai été expert inscrit sur les listes il y a une vingtaine d'années, mais j'ai aussi été vice-président du petit ordre, enfin du conseil régional de la Petite Alsace à l'époque. Puis j'ai été membre du conseil d'administration de la Mutuelle des architectes. J'ai beaucoup appris là dans les commissions de sinistres et puis à rédiger des documents d'information et de vulgarisation pour les architectes sur les risques qu'ils courent. Puis j'ai fait des cours, je fais un cours à l'INSA, l'école d'architecture pour les étudiants en dernière année, j'appelais ça les risques du métier. Puis j'ai fait une formation à la médiation, avec mon ami Claude ici qui est présent, on a créé un centre de médiation spécialisé dans l'immobilier et la construction, et avec qui est d'ailleurs un partenaire du CNEAF. Mais bon, alors les missions de conseil. Alors les missions de conseil, j'en ai pas fait, je m'y suis mis il y a quelques années seulement. Et en fait, j'ai un peu à reculons, parce que les magistrats de Strasbourg avec qui je travaillais à l'époque, qui vont venir d'ailleurs tout à l'heure, me disaient mais non, c'est pas bien, c'est un peu incompatible, tu peux pas être à la fois expert judiciaire et expert de partie, c'est comme si dans la même vie tu voulais être avocat et magistrat, il faut choisir. Bon. Alors j'ai un peu hésité et puis finalement j'en ai accepté en ayant un peu l'impression de faire un pas de côté transgressif, un peu en me disant qu'après tout les règles du conseil du CNCEJ, les règles de déontologie du CNCEJ ne l'interdisent pas, et il y a même 3 pages pour les cadrer, ces missions de conseil auxquelles les expertises judiciaires peuvent être amenées à répondre. Donc j'en ai fait, et puis finalement, je dois dire que j'en ai beaucoup appris. J'en ai beaucoup appris, et sous 2 aspects. D'abord dans le rapport direct hors contradictoire, parce que l'expert judiciaire finalement c'est sa noblesse, il ne sort pas du contradictoire, il ne parle à aucune partie en dehors d'une situation de contradictoire. Eh bien, quand on en sort et quand on voit, quand on parle aux gens, on est dans un autre rapport, des personnes en difficulté, et on se rend compte qu'ils ont besoin d'un conseil, y compris technique, pas seulement l'avocat. Et puis cette sensibilité, tout ça, c'est humainement très, très enrichissant. Enfin, j'ai beaucoup appris. Les réactions de celui qui se sent injustement mis en cause aussi. Puis la gratitude aussi. Et puis aussi de me trouver, parfois dans certaines expertises judiciaires, dans une autre situation. Justement pas à la situation à laquelle j'étais trop habitué. De voir comment ça se passe depuis un autre poste, de voir un peu comment font les confrères. D'avoir un rapport un peu plus direct avec les directives des assureurs à leurs conseils. Enfin, voilà, j'ai beaucoup appris. Donc je me suis senti autorisé à faire cet exposé. Donc, encore une dernière précision avant de se lancer vraiment. Je ne parlerai pas spécifiquement des règles qui s'appliquent à l'expert judiciaire qui fait un conseil privé, parce que c'est le cadre déontologique du CNCEJ. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'en parlerai d'une manière très large. Alors donc, l'architecte est un généraliste de la construction. C'était, je crois, le mot, la phrase qui résumait notre congrès, notre journée l'an dernier à Lyon. Et quoi de plus normal face à une pathologie ou d'une construction ou à une mise en cause impliquant des travaux que d'aller voir un généraliste. Comme le médecin, l'architecte expert est souvent compétent, mais pas toujours. En tout cas, il peut orienter vers la démarche et la procédure appropriée, le cas échéant, le spécialiste adéquat, et aussi en termes de procédure, guider, procédure judiciaire, pas amiable ou pas. Alors je vais plaider ici pour faire connaître et développer cette possibilité, ce service que les architectes peuvent apporter. Alors, de nombreux dossiers sont pris en charge par la dommage ouvrage, et c'est le sujet, on va en parler quand j'aurai fini. Catherine Dabat, je crois que c'est le cœur de son exposé. Mais il y a de nombreux cas qui ne relèvent pas de l'intervention des experts dommage ouvrage, et vous le savez bien, puisqu'elles sont limitées pour l'essentiel, je fais court là, mais au désordre de nature décennale survenu après réception. Les autres situations sont nombreuses. Tout ce qui est problème contractuel ou hors garantie, les assistances
aux syndics, aux copropriétés pour tout problème. Les assistances à la réception ou en cours de travaux pour les acquéreurs de logements en VFA ou au CCMI. D'ailleurs, l'intervention d'un conseil technique est même, je crois, prévue dans les textes. Et je crois que sur le site de Nexity, on propose ça pour 1850 €. J'ai vu ça il y a quelques jours. En quoi ça consiste? Donner un avis indépendant sur la conformité aux règles de l'art des travaux proposés, informer aussi sur les droits et délais en matière de réception, sur les recours possibles, sur la formulation des réserves. Je continue ma liste à l'après-vert du type de mission. L'assistance à un maître d'ouvrage en cours de chantier lorsqu'il a des doutes sur la qualité des travaux réalisés par les constructeurs. Je dis les constructeurs parce que parfois son architecte, la confiance n'est pas toujours là et c'est bien d'avoir un regard extérieur. Les conseils à une entreprise en cours de chantier, ça m'est arrivé plusieurs fois. De l'assistance dans le cadre d'un recours contre un assureur. Je suis intervenu en assistance dans le cadre de désordres liés à une catastrophe naturelle, sécheresse et retrait d'argile. L'assureur refusait ses garanties pour de mauvaises raisons liées à la vétusté de la maison. J'ai fait un rapport, et puis sur la base de ce rapport, l'assureur a accepté de transiger, et l'assuré a gagné, je crois, 10 ou 20 000 €. L'architecte expert peut avoir aussi développé des compétences particulières dans un domaine spécifique, être spécialiste en construction bois, en urbanisme, en façade rideau, que sais-je, ou en architecture du patrimoine. Ces spécialités ne font pas toujours l'objet d'une reconnaissance validée par des diplômes, mais elles sont en général reconnues par les pairs, selon la formule consacrée. Alors, d'une manière générale, c'est vrai, ce sont plutôt les ingénieurs qui sont spécialisés dans des domaines, la structure, la thermique, le chauffage, sanitaire, etc. Le cœur de compétence de l'architecte, lui, de l'expert architecte, ce serait, à mon avis, à mon sens, l'articulation entre les connaissances techniques générales, des pathologies et les procédures de résolution des litiges. Son apport, c'est de savoir défricher le problème, de savoir à quel spécialiste faire appel en définissant bien la question posée, en restant toujours modeste, conscient des limites de ses connaissances. Voilà, c'est ça. Alors, quelques exemples, rapidement. Une petite copropriété en centre-ville, avec le conseil, enfin plutôt le mauvais conseil d'une entreprise, avec l'accord tacite, verbal du syndic. C'est une petite copropriété, les syndics n'ont pas le temps pour ça. Un copropriétaire fait installer dans la cour contre sa façade un module extérieur de climatisation. L'un des appartements est vendu, celui d'en dessous, je crois. Le nouveau propriétaire dit « mais c'est quoi ça ? Est-ce que ça a été autorisé ?» Il demande les procès-verbaux, ça y est pas, et il fait un scandale, une lettre. Bon, que faire ? Le copropriétaire est affolé, il se trouve qu'il fait quoi ? Il fait appel à moi. Finalement, l'essentiel du boulot, ça a été de l'ordre de la pédagogie, de lui expliquer que oui, il est dans une situation où il est dans son tort, que l'entreprise aussi était dans son tort parce qu'elle avait un devoir de conseil, et puis qu'ensuite, accepter les conseils de son avocat qui était prêt à faire une constitution en défense contre une hypothétique mise en cause, c'était peut-être pas la bonne solution. De se mettre autour de la table, d'abord de chercher une solution technique alternative, ensuite de faire venir l'entreprise, de lui dire qu'elle pourrait être mise en cause et qu'il faudrait qu'elle contribue. Enfin bref, ça s'est solutionné comme ça, à l'amiable. Il a obtenu qu'on lui laisse le temps d'étudier une solution. Il fallait mettre quelque chose, faire une modification de comble, une petite émergence en toiture pour que ce soit acceptable. Et l'entreprise a accepté de déplacer les choses à ses frais. Lui, il a bien compris que de toute manière, ça lui aurait coûté plus cher, donc il a accepté de mettre d'argent au bout. Voilà, ça s'est réglé comme ça. Mais l'apport, c'est, à un moment donné, quelqu'un est paniqué, perplexe, ne sait pas quoi faire. C'était quoi ? 3 rendez-vous, 3 petites demi-journées de discussion pour l'aider à dénouer la chose. Un autre exemple, en fin de chantier, le décompte est impossible. Pourquoi ? Parce que il y a un litige général. Parce qu'à un moment donné du chantier, le maître d'ouvrage, pour ne pas bloquer le chantier, parce qu'il fallait que le maître d'ouvrage, ils veulent toujours que ça avance, vous savez bien, il a accepté de payer 50 000 € de sa poche pour refaire des chapes.
Il fallait les refaire, elles n'étaient pas au bon niveau. Bon. Donc l'entreprise a dit, allez, je paye, mais attention, c'est 50 000 €, moi, à la fin du chantier, on se débrouille, hein, c'est réparti entre ceux qui sont fautifs. Alors on est arrivé à la fin du chantier, mais après, qui est fautif? Qui est fautif et dans quelle proportion? Alors d'habitude, c'est l'architecte qui... Le rôle de l'architecte est de faire une proposition, maître d'ouvrage en tout cas. Mais bon, l'architecte, là, il n'était pas en situation d'autorité pour faire ça, puisqu'il était lui-même partiellement responsable du litige. Donc, qui propose ça? Eh bien, voilà, un tiers, un architecte expert qui redétricote ce qui s'est passé et qui, avec l'aide du maître d'ouvrage, met tout le monde autour de la table, propose une grille de répartition qui finalement est acceptée avec un petit pourcentage de répartition et de prise en charge par les uns et les autres et leurs assureurs, si c'est le cas. Il faut aller à un tiers indépendant pour débloquer ça. Alors ces deux derniers exemples montrent que le conseil ou l'expertise technique permettent souvent d'orienter vers des issues non judiciaires, des issues amiables. Alors le recours à la justice est certainement nécessaire. Il est hors de moi l'idée de dire qu'on peut se passer des juges, surtout pas ici. Mais l'adage est vrai qui dit « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Et l'architecte conseil doit être celui qui connaît les procédures amiables et doit savoir y nager. Alors, il y a aussi d'autres situations, mais à chaque fois, un conseil architecte technique est utile. J'ai récemment assuré une mission d'arbitrage entre un promoteur et un acquéreur d'une grande surface commerciale au stade de la livraison. Les clauses contractuelles étaient précises, mais comme toujours, il était impensable d'arrêter le processus. Il fallait trouver une solution rapidement. Le pire, c'est de perdre du temps, pour tout le monde. Ils avaient convenu que dans ce cas-là, il y aurait un arbitre. Mais l'arbitre que j'ai été en l'occurrence n'a pas enlevé le fait que des experts pour chaque partie étaient indispensables. On ne peut arbitrer qu'entre des positions qui sont clarifiées précisément pour chaque partie. Eh bien oui, chaque partie avait un expert technique pour la défendre. Les médiations, j'en suis persuadé, vont se développer ces prochaines années et l'expert conseil y a toute sa place, peut-être en qualité de médiateur, mais pas seulement. Le médiateur ne doit plus, même s'il l'est, il doit l'oublier, il ne doit plus être un expert ni un arbitre technique, et il est essentiel que chaque partie clarifie son analyse de la cause des désordres et de l'évaluation des réparations, sans quoi aucun accord... Si les parties ne sont pas au clair avec ce qu'elles pensent là-dessus, et elles ont besoin d'un expert pour ça, aucun accord n'est possible. Bien entendu, je viens de le dire, le projet avec évaluation des réparations est un élément essentiel. En matière amiable ou de médiation, on se retrouve finalement comme dans le système anglo-saxon. Sans expert judiciaire arbitre, chaque partie pouvant, ayant même intérêt, à recourir à des conseillers juridiques et techniques. Alors, pour ce qui concerne le rôle de médiateur que l'expert peut éventuellement assurer, s'il est formé, il n'est pas complètement impossible de glisser d'une posture de conseil de partie à une posture de conciliateur, mais c'est très difficile et je ne l'imagine que pour des très petits enjeux. Alors, s'il n'y a pas que moi qui dis que l'avenir est aux modalités non judiciaires, certaines assurances, en tout cas la Mutuelle des architectes, et M. Klein, qui n'est pas encore là mais qui nous rejoindra, le confirmera, la Mutuelle des architectes donne directive à ses experts de, si possible, essayer de proposer une négociation, une discussion, une transaction, de s'orienter vers une issue amiable. J'aimerais dire encore que les formations, certains d'entre vous en ont fait, les formations à la médiation sont de grande qualité humaine et que je ne peux que les conseiller en rappelant le partenariat développé entre le CNEAF et le CEMIC. L'expert conseil a toute sa place aussi dans le cadre des expertises judiciaires, avant, pendant et après. Idéalement dans le cadre d'un binôme
avocat expert qui doit faire un travail d'équipe. Avant l'expertise judiciaire, si l'analyse de la situation conduit à prendre la décision d'engager une procédure judiciaire, il s'agit de construire la requête, l'assignation. C'est le rôle de l'expert de partie que de faire ce travail, d'identifier les désordres, d'en dresser une liste, de rassembler les pièces qui seront utiles, plan, devis, facture, et de proposer une première analyse. Cette première note sera souvent annexée à l'assignation, convaincra le magistrat d'abord de la réalité des désordres et surtout du bien fondé des mises en cause et de la nécessité d'ordonner une expertise, mais elle servira aussi de base à la formulation de la mission, ce qui permet au magistrat de la formuler finement, en adéquation avec la situation, sans en rester à une mission type. C'est une phase importante, parce que seul l'expert de partie, en l'occurrence la partie victime, entre guillemets, a la possibilité de faire des investigations générales et de rechercher tous les désordres et malfaçons à la manière d'un audit. Vous savez bien que la mission de l'expert judiciaire, une fois qu'il a, sur la base de l'ordonnance, est toujours cadrée. C'est les désordres décrits dans l'assignation. En aucun cas, l'expert n'a le droit de chercher des désordres. Il ne peut qu'analyser les désordres ou malfaçons listés par la partie demanderesse. Alors, pendant les opérations d'expertise, l'intervention des conseils des parties est même prévue dans le Code de procédure civile. Il y est dit, et cela vaut pour les avocats et les experts, je cite, sur les articles 161 et 62, enfin, je cite les extraits significatifs, les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Et celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné une mesure peut, alors voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit lieu, peut formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de la partie. C'est-à-dire qu'il peut aussi la représenter. Donc, être là, faire des observations, présenter des demandes. Et l'expert judiciaire est tenu de prendre en compte ces observations, il est même tenu, surtout au stade du rapport final et après le pré-rapport, d'expliquer en quoi il accepte les observations ou en quoi il les refuse et de motiver ses décisions. Alors bien évidemment, les dires et notes d'un expert de partie, qu'il soit de partie ou d'assurance, c'est la même chose, sont a priori suspects de partialité. Alors, j'ai relu ce que nous disait M. Baconnier il y a 6 ans à notre congrès à Paris sur expert de partie, expert de juge. Il nous expliquait que l'expert de partie peut, par conscience professionnelle, avoir une grande exigence d'impartialité et d'objectivité, mais en apparence, ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'il est requis et payé par cette partie, et que rien n'interdit à cette partie de demander à son expert d'infléchir ses dires pour ôter les aspects défavorables. Une note d'expert peut ne mentionner ou ne mettre en évidence que les seuls aspects favorables à son domaine donneur d'ordre, ou encore ceux susceptibles de déporter une part de responsabilité sur d'autres acteurs. En fait, cette bonne guerre, c'est tout à fait le jeu loyal inhérent à un débat technique contradictoire. L'expert technique a, comme un avocat, un rôle de défenseur. Mais là, contrairement à l'avocat, je pense qu'il faut fixer une borne déontologique, ou il faut s'imposer une borne déontologique qui est celle de la vérité technique. La ligne jaune à ne pas franchir, à mon sens, pour un expert de partie technique ou architecte, c'est d'avancer sciemment des faits erronés ou d'affirmer des contre-vérités en termes d'analyse. M. Baconnier, magistrat, nous indiquait également qu'il peut arriver qu'un expert de partie ait raison contre l'expert judiciaire. Ce n'est pas parce qu'il est nommé par le magistrat que l'expert est meilleur que les autres. Il a simplement une mission médiane d'arbitrage. Mais il peut se fourvoyer dans des conclusions erronées. Je veux dire que ça m'est arrivé tout récemment, le mois dernier, heureusement au stade du pré-rapport, et je vois arriver
je vois arriver des dires, et en particulier, ça concernait la responsabilité de l'architecte. J'avais pris pour pain béni le dire de l'avocat, et je n'avais pas vraiment épluché les factures et le contrat. Et puis les autres, j'étais étonné, je n'avais pas de dire de l'architecte, de l'avocat de l'architecte, mais les autres, il y en a deux qui m'ont dit « Non, relisez bien les notes d'honoraires », et puis j'ai dû le faire et convenir que, oui, ils avaient raison. Mais même si j'avais persisté, oui, en l'occurrence, les notes d'honoraires contredisaient les allégations de l'avocat, parce que l'avocat a le droit de mentir. Ça, Michel, d'accord. Oui. 2 petites minutes. Oh là, non, tu vas me laisser un peu plus, là. Encore une page. Oui, alors, même si j'avais persisté dans l'erreur, la question aurait pu être in fine tranchée par le magistrat, au regard de toutes les pièces communiquées. Mais, ma foi, c'était quand même mieux de rectifier. Alors, un confrère m'a raconté une expertise qui résume un peu tous les stades. Il est appelé par un maître d'ouvrage qui a des fissures sur un bâtiment, et à l'analyse, il s'avère que ces fissures sont liées à des non-conformités parasismiques. Le confrère essaye d'organiser une réunion amiable avec les constructeurs, c'est-à-dire l'entreprise de gros œuvres, le bureau d'études et l'architecte, et leurs assureurs, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la prise en charge et la part de responsabilité. Bon, il assiste son client pour assigner, il assiste son client durant les opérations d'expertise qui confirment la non-conformité. Le tribunal, finalement, ordonne une indemnité. Suite au déménagement par les assureurs de son client, le client revient pour lui faire les travaux, et finalement, il fait un chantier qui inclut également une isolation thermique par l'extérieur, à la fois les reprises de renforcement de structure et une isolation thermique. Et j'ai oublié de lui demander, mais Gérard, tu peux le dire, ça a duré combien de temps le processus ? Quelques années, j'imagine, entre le premier contact et... Bon, quelques années, hein. Bon. Alors, après les opérations d'expertise, c'est pas fini. La mission que je viens de relater illustre bien la possibilité pour l'expert de devenir architecte, maître d'œuvre et de continuer à rendre service à son client. Mais il peut y avoir aussi d'autres missions. On sait que sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la majorité des litiges font l'objet d'une transaction, ne sont finalement pas portés devant le juge du fond. L'architecte expert, conseil, qui a suivi et connaît bien le dossier, reste un conseil utile dans ce processus, en général piloté par des avocats. Il arrive aussi que des dossiers ont un appel après jugement, que le rapport d'expertise judiciaire est contestable sous certains aspects. Là aussi, l'expert conseil est utile pour établir un rapport qui permettra au magistrat de se dire oui, il y a matière à nommer peut-être un nouvel expert judiciaire. Avant de conclure, il y a quand même une page. J'aimerais revenir sur les questions de déontologie et de posture. Concernant le rapport à la vérité, j'ai trouvé un guide des bonnes pratiques de l'expert européen, il y a quelques années. Et dans ce guide, ce guide propose que soit instauré un code de déontologie de l'expert européen s'imposant à un expert désigné par une partie dès lors qu'il est amené à donner un avis communiqué à une juridiction. Il y a une subtilité. On peut toujours conseiller des choses à un expert tant que ça reste à une partie, tant que ça reste dans l'intimité du dialogue entre la partie et un expert. Mais quand ça sort, quand la partie paye l'expert pour écrire des choses qui après circuleront, seront utilisées, y compris par une juridiction, c'est autre chose. Et ce code stipulerait que son premier devoir, et c'est joliment dit, est envers la justice. Le premier devoir de l'expert, et que ce devoir l'emporte sur toute obligation envers la partie qui le missionne et le paye. Donc c'est une proposition du guide de bonne pratique de l'expert européen. Et ça me semble judicieux d'écrire ça et de le graver dans le marbre d'une certaine manière, parce que ça permet aussi à l'expert, dans son rapport avec la partie, de lui dire « Voilà, je vous conseille, mais il y a des choses que vous ne me ferez pas dire. » Comme d'ailleurs, un architecte aussi doit dire à son client « Il y a des choses que je refuse de faire. » Un professionnel doit savoir avoir cette posture.
Ensuite, concernant les relations des experts des deux parties avec les autres personnes présentes en réunion contradictoire. Autres experts de partie ou d'assurance, experts judiciaires, avocats, parties. Il me semble souhaitable de formuler là aussi des règles à l'instar des recommandations des bons usages entre experts et avocats qui ont été rédigées il y a une dizaine d'années entre le CNCEJ et le barreau. En effet, certains experts de partie ou d'assurance, alors c'est du vécu, se laissent entraîner par une ardeur excessive à défendre leurs clients jusqu'à en oublier les civilités. À titre d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, je vous propose, et ce sera un petit peu une pique pour passer le relais à ma consoeur, Mme Labatte, une caricature de cet expert que vous ne serez pas, bien entendu, jamais. Alors, il s'imagine être efficace en intervenant intempestivement à tout propos, en faisant feu de tout bois pour claironner ses arguments, notamment dès que les investigations feront apparaître un élément favorable à ses yeux. Il tente de faire oublier ceux qui lui sont défavorables, en revenant sans cesse aux premiers ou aux éléments défavorables aux autres parties. Si cela sert les intérêts de sa cause, il essaye de s'opposer comme il peut aux investigations, ou d'en proposer, bien sûr, ou tente de faire pression pour cela. Il est physiquement présent, très engagé, il intervient à tout propos, on n'entend que lui, il coupe la parole aux autres, il est le premier à vouloir constater les choses après les restrictions ponctuelles, en grillant la politesse à l'expert de justice, pour se retourner vers lui et donner immédiatement à la fois son constat et son analyse, qui lui est favorable, bien sûr. Alors vous aurez bien compris que tout ça est inefficace, contre-productif et pénible. Alors, mais conscient de la nécessité de formaliser solennellement les règles, nous avons engagé au CNEAF une réflexion pour la mise au point des experts conseils, pour la mise au point d'un ensemble de règles qui seraient adossées au code de déontologie des architectes et qui seraient spécifiques aux experts conseils. Et c'est Charazade Thomas-Vaspra qui est arrivé entre-temps, je crois. Voilà, j'avais peur que tu n'y arrives pas. qui vous les présentera tout à l'heure. Voilà, j'espère en tout cas que mes propos auront été utiles et je vous remercie en m'excusant encore pour les 5 minutes de débordement. Merci.